C'est l'heure de l'information sur la CIT. Bonsoir, bienvenue. Au sommaire de cette édition, face au récent cas de rougeole observé dans le nord du Togo, le ministre de la Santé demande à la population de prendre des précautions pour empêcher la propagation de cette maladie qui est surtout infantile. Aussi, la Banque africaine de développement dépasse ses objectifs en soutenant plus de 13 000 femmes et en stimulant la création de plus de 8 000 micro-entreprises dans le cadre du projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables au Togo. Au-delà de nos frontières, au Tchad, Sucé Masra vient d'être investi candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain par son parti lors d'un meeting à N'Djamena. Malgré le contexte sécuritaire, économique et politique, les militants de Sucé Masra veulent tout de même croire à sa victoire. On y revient. Et puis l'ex-président ivoirien et opposant Laurent Gbagbo a accepté, malgré son inéligibilité, d'être le candidat de son parti à l'élection présidentielle de 2025. Il a été désigné par son parti, le PPA-CI. Rebonsoir à toutes et à tous. La Banque africaine de développement a investi dans le projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables au Togo, dépassant son objectif initial en soutenant plus de 13 500 femmes et créant plus de 8 000 micro-entreprises. D'autres précisions avec Gloire Lodonou. La Banque africaine de développement BAD a investi près de $1000 américains, soit environ 6 millions de francs CFA, dans un projet d'autonomisation au Togo. En effet, le projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables a soutenu plus de 13 500 femmes en situation de vulnérabilité. Depuis son lancement en 2016 dans les régions maritimes et de la Kara et son extension à la région des Savanes en 2022, le PAIFV a accordé plus de 15 000 crédits à ses bénéficiaires. Ces crédits ont permis la création de plus de 8 000 micro et très petites entreprises, générant en moyenne 1,2 emplois par entreprise. Le projet a dépassé son objectif initial de soutenir 10 000 femmes, démontrant ainsi son efficacité. Il cible principalement les groupes vulnérables, notamment les femmes handicapées, celles souffrant de fistules obstétricales, les victimes de traite et d'exploitation sexuelle, les filles mères à faible revenu et les femmes portefeuilles. Notons que le coût total de PAIFV est de 2,8 millions de dollars, soit 1,2 milliard de francs CFA, dont 1,8 million de dollars sont financés par le groupe de la BAD et près de 226 000 dollars par le gouvernement togolais. Le FMI a recommandé au Togo de remplacer les subventions au carburant par des transferts d'argent directs aux populations vulnérables. Une action qui, si elle est faite, augmentera le prix à la pompe. Cette proposition pourrait avoir donc des conséquences imprévues sur le quotidien des Togolais. Quelles sont donc les conséquences possibles à cette action? Élément de réponse dans ce qui suit. Au Togo, le Fonds monétaire international FMI a récemment recommandé de remplacer les subventions au carburant par des transferts d'argent direct aux populations vulnérables. Cette proposition, bien qu'innovante, soulève plusieurs questions quant à ses implications pour le citoyen togolais. D'une part, l'élimination des subventions au carburant entraînera une augmentation des prix à la pompe, ce qui affectera tous les consommateurs, pas seulement les plus vulnérables. Cela aura également un impact sur l'inflation et le coût de la vie en général. D'autre part, les transferts d'argent direct offriront une aide plus ciblée et efficace aux populations. Cependant, la mise en place d'un tel système nécessite une infrastructure solide et fiable pour éviter la corruption et garantir que l'aide atteigne ceux qui en ont le plus besoin. En outre, cette proposition pourrait avoir des conséquences inattendues. Par exemple, elle pourrait créer une dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale et décourager l'initiative individuelle. En conclusion, bien que la recommandation du FMI puisse sembler attrayante sur le papier, sa mise en œuvre effective nécessite une réflexion approfondie et une planification minutieuse. Il est donc essentiel de prendre en compte non seulement les avantages potentiels, mais aussi les défis et les conséquences imprévues que cette proposition pourrait entraîner sur le quotidien des Togolais. Aujourd'hui commence le mois de Ramadan pour les musulmans. Durant ce mois de jeûne, de prière et de consécration, l'Union musulmane du Togo invite ses fidèles à une intersection contre le terrorisme dans le pays. Plus de précisions avec Vincent Diaka et Kofi Kligé.
La communauté musulmane est entrée depuis ce lundi dans son mois de jeûne débouchant sur le Ramadan ou la fête du mouton. Selon le message de l'Union musulmane du Togo UMT, les requêtes de prière de ce mois doivent tourner autour de l'éradication du terrorisme de la terre togolaise, puis la bénédiction de tous les fils et de toutes les filles du Togo. Le mois du jeûne de Ramadan est un mois d'intense prière. Au-delà de la prière, ce mois représente aussi pour tous les musulmans un mois de piété, de charité et de frugalité. C'est aussi une période où les fidèles d'Allah sont appelés à se surpasser et à être les plus sereins tout en renforçant leur autodiscipline et la maîtrise de soi. Et il faut aussi relever que le jeûne du Ramadan ou de l'Aïd el-Fitr ne se résume pas seulement à l'abstinence alimentaire ou sexuelle de l'aube au crépuscule, mais un cheminement spirituel et l'obéissance au Créateur. Pour cette année, le jeûne du Ramadan est pour supplier Allah le miséricordieux de bouter hors du Togo tout acte terroriste. Suite au cas de rougeole constaté dans le nord du Togo, le ministre de la Santé, Moustapha Mijiawa, invite la population à prendre des dispositions pour éviter la propagation de cette maladie qui touche principalement les enfants. Quels sont les symptômes de cette maladie et quelles sont les mesures à prendre pour se protéger? Bernardin Namissi et Gloire Lodonou. Le ministère de la Santé a annoncé le vendredi 8 mars 2024 des cas de rougeole dans le nord du Togo. Ces cas ont été détectés suite à la présentation de certains patients dans les dispensaires situés dans la Kéran et dans l'Outi Sud. Suite à ces cas de rougeole détectés, le ministre de la Santé Moustapha Mijiawa invite la population à prendre des dispositions pour éviter la propagation de cette maladie virale et contagieuse. Elle se manifeste souvent par un écoulement nasal, une rougeur des yeux, une éruption cutanée et surtout une forte fièvre. Pour le ministre de la Santé, c'est l'occasion de rappeler aux citoyens les dispositions à prendre pour éviter une éventuelle expansion de cette maladie dans la région. La vaccination contre la rougeole reste le premier moyen le plus sûr d'éviter la maladie. Outre la vaccination, les bonnes pratiques de l'hygiène doivent être de mise. Se laver régulièrement les mains avec l'eau et du savon ou se désinfecter les mains et les surfaces fréquemment touchées à l'aide du gel hydroalcoolique. Adopter des comportements de barrière de base pour réduire le risque d'infection. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en papier lorsqu'on tousse ou qu'on éternue. Les cas détectés sont pris en charge pour un soin ponctuel et intensif afin de réduire le risque accru d'infection. À l'international, comme on vous le disait hier, Laurent Gbagbo a accepté de représenter son parti, le Parti des peuples africains, à la présidentielle de 2025. Sauf que la question de son éligibilité n'est toujours pas résolue. Plus de précisions dans ce reportage. Je réponds oui. Laurent Gbagbo a dit oui au comité central de son parti samedi. Un oui franc et massif pour être le candidat du PPACI à la présidentielle de 2025. Et ce, tout en se sachant inéligible. Janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité. Mais un an plus tôt, il a été condamné dans son pays par contumace à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, le gracie en 2022. Laurent Gbagbo ne purgera pas sa peine, mais celle-ci n'est pas annulée et il est privé de ses droits civiques et politiques. Impossible donc de se présenter en 2025. Le statut pénal de Laurent Gbagbo est le véritable enjeu. Et s'il veut être candidat, il va certainement imposer un rapport de force au pouvoir d'Abidjan. C'est pour cela qu'il a accepté, à 20 mois de l'élection présidentielle 2025, d'être le candidat. Il s'inscrit donc dans une stratégie politique, dans une posture politique qui consiste à amener le régime d'Abidjan à accepter sa candidature. Autrement dit, à prendre en sa faveur une mesure d'amnistie. Seule une amnistie annulerait en effet la peine et ferait sauter l'inéligibilité. En attendant, les militants du PPACI de Yopougon, le fief de Laurent Gbagbo, ne goûtent pas leur plaisir. Ici, au quartier Sikoji, on est prêt à entrer en campagne.
Nous invitons tous donc, nos militants à se mettre sérieusement au travail, à parcourir tout le Pougon, être à la recherche des électeurs, pour qu'au soir d'octobre 2025, de ce jour-là, que le président Gbagbo soit effectivement élu président de la République de Côte d'Ivoire, et ce qu'il a commencé donc après son élection du 22 octobre 2000, qu'il puisse l'achever. Contacté, le RHDP du président Alassane Ouattara n'a pas souhaité s'exprimer. Le PDCI, premier parti d'opposition, et le FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, n'ont pas non plus donné suite à nos sollicitations. Le gouvernement nigérian a identifié des écoles comme étant vulnérables aux attaques dans au moins 14 États et à Abuja. Face à la montée des enlèvements dans les écoles, les mesures de sécurité sont intensifiées. Plus de détails dans ce qui suit. Le gouvernement nigérian a identifié des écoles comme étant vulnérables aux attaques dans au moins 14 États et dans la capitale Abuja. Des mesures de sécurité renforcées devraient être appliquées très vite dans les écoles concernées. Elles interviennent dans un contexte de recrudescence des enlèvements au Nigeria. Pas moins de 465 élèves, enseignants et membres de familles qui ont été enlevés au cours de la semaine dernière sont toujours détenus par leurs ravisseurs. Ajia Halima Ilia, coordinatrice de l'organisme public Financing Safe Schools in Nigeria, a déclaré que l'agence avait recueilli des données destinées à élaborer des mesures d'intervention. Ilia a également indiqué que le ministère fédéral de l'Éducation et le Conseil national de sécurité et de développement avaient organisé des formations pour le personnel des écoles, ajoutant que la police nigériane a préparé tous les officiers de police divisionnaires à travers le pays à intervenir pour sécuriser les écoles. Cette agence avait été créée après l'enlèvement en 2014 de centaines de filles à Chibok dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Ce samedi, plus d'une douzaine d'élèves et 4 femmes ont été enlevés dans une école de Gada à Sokoto. Les parents des élèves enlevés ont demandé au gouvernement de les aider à obtenir leur libération. La 24e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est déroulée à Malabo en Guinée équatoriale a annoncé la levée des sanctions prises contre le Gabon au lendemain du coup d'État du 30 août dernier et sa réintégration au sein de l'organisation. De plus, les dirigeants ont confirmé que le siège de la CEAC restera à Libreville. Toute autre actualité à présent, opposant devenu Premier ministre, Sucé Masra est candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain au Tchad. Il a annoncé dimanche sa candidature 8 jours après celle du président de la transition Mahamad Idriss Déby. Dans son programme, il met en avant 5 priorités, notamment l'éducation, la justice, la sécurité, la diplomatie et l'économie. C'est un véritable rockstar que le Premier ministre tchadien Sucé Masra a été accueilli lors du meeting du Parti des Transformateurs dimanche après-midi. Des milliers de militants l'ont attendu en musique au lendemain de la réunion de la CEEAC organisée samedi à Malabo en Guinée équatoriale. Si les doutes ont plané sur sa candidature une semaine après celle de l'actuel président de la transition, tout est clair désormais. Il a accepté de se présenter à la présidentielle de son parti devant ses nombreux militants. Convaincus par le chemin des durs tracés ensemble, déterminés à porter ce pays à une nouvelle dimension, nous sommes ici candidats. Candidats pour servir le peuple tchadien, les Tchadiennes. Oui, je suis candidat et nous sommes candidats pour devenir le prochain pilote principal du pays. Oui, nous sommes candidats. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici avec un objectif. Nous sommes déjà engagés depuis longtemps et nous sommes prêts à partir pour les campagnes et pour tout ce qui pourra nous permettre d'arriver à la présidence de la République. Nous sommes candidats depuis longtemps. Dès que nous étions transformateurs, nous sommes candidats le même jour. Malgré les doutes face à sa nomination en tant que Premier ministre, certains restent convaincus qu'il peut changer les choses. Ils sont découragés, énervés partout. Pourquoi? Parce qu'il a accepté d'être au primature et autres. Mais nous les autres, nous certains, nous sommes contents. Pourquoi? Parce qu'il faut être là pour voir ce qui se passe. Parce que si tu es dehors et que tu critiques, ce qui veut dire que tu n'as rien apporté. Le match face à son potentiel futur adversaire de la présidentielle, en la personne de l'actuel président Mahamad Idriss Déby Itno, candidat du parti MPS, s'annonce difficile.
Les forces armées soudanaises ont affirmé dimanche qu'aucune pause dans les combats qui durent depuis près d'un an n'est envisagée pour le Ramadan tant que les forces de soutien rapide ne se retirent pas des villes et villages qu'ils occupent. Le commandant adjoint de l'armée s'est exprimé après un appel à cesser le feu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage. Alors que le mois sacré du Ramadan débute cette semaine, un général de l'armée soudanaise a exclu l'idée d'une trêve pendant le jeûne si les forces de soutien rapide, RSF, ne quittent pas les sites civils et publics. Le commandant adjoint de l'armée, Yasser Al-Attah, s'est exprimé après un appel au cessez-le-feu du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'armée venait de revendiquer des avancées à Omdurman et une partie de la capitale. Monsieur Attah, dont la déclaration a été publiée dimanche sur la chaîne Telegram officielle de l'armée, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu pour le Ramadan que si les forces de soutien rapide respectent l'engagement pris en mai dernier lors des pourparlers de Jeddah sous médiation saoudienne et américaine. Les RSF s'étaient notamment engagés à ce que Mohamed Hamdan Dagalo ne joue aucun rôle dans la politique ou l'armée du Soudan à l'avenir. C'est donc avec cette actualité que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la site, la télé plus proche de vous.